Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous recevons dans ce studio une grand reporter qui a arpenté les terrains de guerre les plus périlleux afin de nous alerter, nous téléspectateurs, sur les massacres qui s'y produisaient. Le Rwanda, l'Angola, la Centrafrique, l'Afghanistan, l'Ukraine, des régions du monde où la vie peut basculer en un claquement de doigts. Bonjour Dorothée Oliéric. Bonjour Damien, bonjour Sarah. Sur ce plateau, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors vous êtes journaliste à France Télévisions et nous sommes très heureux, c'est vrai, de vous recevoir aujourd'hui pour la sortie de ce livre poignant, édifiant, émouvant, parfois aussi, on va en parler. Maman s'en va en guerre, c'est aux éditions du Rocher. Vous y racontez la réalité des conflits qui secouent le monde, mais surtout vous y ajoutez aussi votre ressenti de reporter. Vous avez été témoin des pires atrocités que l'on ne peut pas forcément imaginer d'ailleurs avant d'avoir lu ce livre. Déjà, la première question que je voulais vous poser, est-ce qu'il est facile d'exhumer tous ces souvenirs douloureux de votre mémoire ? Alors ça a été un exercice un peu particulier, de revivre 30 ans de terrain difficile en quelques mois. Enfin, j'ai commencé à l'écrire il y a un peu plus d'un an. J'ai gardé toutes mes notes, tous mes cahiers, où chaque interview, je l'écris à la main. Donc c'est pour ça que j'ai des citations très très précises. Oui. Et puis je garde tout, c'est un petit peu à défaut, mais la note d'hôtel, où je retrouve le nom de l'hôtel au fin fond de l'Angola. Et donc j'ai revécu un petit peu toute ma carrière avec des moments qui sont forcément très, très durs, très forts, très émouvants. Mais c'était, je me suis dit, waouh, j'en ai fait un paquet finalement, je ne me rends pas compte, mais c'était agréable à faire quand même. C'est ça, c'était agréable. Et c'est vrai qu'au-delà effectivement des faits qui sont très précis que vous racontez dans ce livre, on a vraiment le sentiment que vous revivez aussi ce que vous avez vécu autrefois sur le terrain. Vous parlez par exemple de cette odeur pestilentielle au Rwanda. On a vraiment l'impression, lorsqu'on lit vos mots, que lorsque vous êtes face à votre manuscrit, vous êtes en train de revivre la scène. Ah mais j'ai tout revécu, j'avais les larmes aux yeux, je ressentais, quand on décrit effectivement ces moments terribles, comme le Rwanda où je me retrouve au milieu de milliers de cadavres dans des conditions terribles, coupés en morceaux. Donc j'ai revécu ces événements qui sont traumatiques, mais qui, heureusement, que j'ai réussi à dépasser parce que je donne un sens à tout ça. C'est que je suis là pour témoigner, pour raconter. C'est mon métier, c'est ma place de journaliste. C'est ça qui me sauve, qui me protège. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. C'est passionnant. Nous allons poursuivre cet entretien juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infomédias avec le retour. Alors, tenez-vous bien, vous allez adorer une émission mythique sur le petit écran. Et oui, ça a été annoncé hier lors de la grande conférence de rentrée de France Télévisions. Stéphane Sidbon-Gomez, le directeur des programmes, a annoncé le retour d'Interville pour 2025. Ah, génial. 63 ans après sa création à la télé, le jeu culte va donc revenir pour 4 soirées événements. L'été prochain, elles seront présentées par Nagui et Bruno Guillon sur l'antenne. Alors, comme par le passé, 2 villes seront opposées dans une série de défis physiques très ludiques. Alors, ce retour, il faut le préciser, c'est un vieux serpent de mer, parce qu'on nous l'avait déjà annoncé en 2019, mais finalement, le projet a été avorté à cause du Covid. On nous l'annonce encore cette année. Là, cette fois, c'est les villes qui n'avaient, soi-disant, plus trop de budget pour accueillir les Jeux après les JO. Désormais, on attend ça pour l'été prochain. On sera là au rendez-vous. Avec ou sans la vachette, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment. Oui, c'est encore le débat. Ça, ils n'ont pas gagné, ça. Ils n'ont pas tranché là-dessus. En 2024, est-ce qu'on peut faire courir une vachette à la télévision? Grande question. Alors, autre info aussi de cette conférence de presse de France Télévisions, c'est le 20h, ce carrefour de l'information traditionnelle qui existe depuis des décennies, qui a été considérablement rallongé. Et oui, dès lundi prochain, l'édition d'Anne-Sophie Lapix la semaine et Laurent Delahousse le week-end durera désormais 1 heure, entre 20 et 21 heures. Donc ça représente environ une vingtaine de minutes de plus qu'aujourd'hui, où il dure une quarantaine de minutes le JT. Alors l'idée, a indiqué Alexandre Cara, le patron de l'information, n'est pas de multiplier le nombre de sujets dans le JT, il y en aura toujours une douzaine, mais de prendre le temps de bien les expliquer, a-t-il dit. Concrètement, il y aura plus d'experts en plateau, plus de journalistes sur le terrain et de reportages plus longs, ainsi que des témoignages. Donc, ça va vous faire plaisir, Dorothée. Vous savez, on se bataille toujours pour avoir un reportage plus long, pour bien expliquer, pour mettre en avant. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, il y a un nouveau rédacteur en chef qui est Hugo Plagnard, qui était aux manettes à Complément d'enquête. Absolument. C'est quelqu'un de génial. Donc moi, j'y crois, ce nouveau journal va être super. Vous savez si vous allez avoir plus de travail, vous, Dorothée Oliéric, si on va encore plus vous solliciter sur le terrain? Alors plus, je ne sais pas, mais par exemple, l'Ukraine, on y passe 3 semaines. Au moins, on est sûr d'avoir nos sujets qui passent. Une fois qu'on est sur le terrain, on veut que ça soit mis en avant. Donc ça, c'est très, très positif. Parce que parfois, j'imagine que ça doit être très frustrant d'avoir des images qui sont parfois incroyables, que vous ne pouvez pas diffuser à la télévision, parfois, faute de temps. Ou alors, vous savez, quand il y a beaucoup de neige, beaucoup de
pluie, hop, ils nous oublient. Ouais. Ah oui. Donc là, je pense que sur un journal d'1 heure, ça n'arrivera pas. Ouais. Alors, on poursuit ces infomédias alors avec Yann Barthès. Yann Barthès qui est absolument formidable parce qu'il a annoncé dans une interview à la Tribune du Dimanche qu'il ne recevrait plus de politique. Et finalement, hier, patatras, François Hollande était sur son plateau. Oui, la promesse n'aura tenu que 3 jours, à peine, puisque hier soir, effectivement, l'ancien président de la République, devenu député PS à l'Assemblée, était l'invité fil rouge de Yann Barthès pour décrypter la situation politique aujourd'hui. Alors, avant de le recevoir, l'animateur qui pressentait déjà les critiques sur les réseaux sociaux a pris les devants, assurant que François Hollande faisait figure d'exception. L'exception, dit-il, c'est par exemple la sortie d'un livre, événement, la statue d'ancien chef de l'État ou d'ancien Premier ministre, ou encore une grande figure rare dans les médias. Dorothée Lyric, vous êtes très souvent sur le terrain, c'est vrai, mais lorsque vous rentrez chez vous, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous laisser tenter par une émission comme Les Ch'tis à Mykonos, par exemple, sur W9, ou par d'autres émissions qui sont, c'est vrai, plus axées sur la détente? Moi, j'aime bien Quotidien. Ouais. J'aime bien, ouais. Je suis plutôt cette école-là. J'aime bien leur humour. C'est sympa. Vous regardez un peu la télévision, les séries aussi? Les séries, après, ouais. je suis un peu Netflix avec pas mal de séries et beaucoup de séries espagnoles. Ah, des séries espagnoles, La Casa de Papel. La Casa de Papel que j'ai regardée avant tout le monde. Je dis, c'est génial, faut la regarder. Non, j'adore. On adore aussi ici au Buzz TV. Eh bien, on va poursuivre cet entretien avec vous, Dorothée Lyric, puisque si vous êtes sur ce plateau, c'est parce que vous sortez ce livre fabuleux, Maman s'en va en guerre. C'est aux éditions du Rocher. On en parle tout de suite. Alors c'est un récit authentique, sans phare, dans lequel vous racontez ce que vous avez vécu aux 4 coins du monde, que ce soit au Chili, à vos débuts, en Afghanistan, en Ukraine plus récemment. Déjà, pour quelles raisons avez-vous décidé de prendre la plume ? Ça fait longtemps que j'ai envie de raconter l'envers du décor, en fait. J'estime qu'après 30 ans, je suis légitime pour parler de tous ces terrains de guerre. Je ne voulais pas le faire trop jeune, mais comme j'ai commencé très jeune, on m'a souvent proposé de faire ça. Et puis, je dois des explications, en fait, à mes enfants, parce que je suis toujours partie, même quand ils étaient tout petits, même quand j'étais enceinte de 3 mois, je ne l'ai pas dit à la rédaction, je suis partie en Afghanistan. D'ailleurs, je dis à mon fils, l'Afghanistan, tu connais, t'es venu quand t'étais dans mon ventre. Donc, il s'en souvient pas forcément. Il s'en souvient pas, il lève les yeux au ciel et il fait oui, ok maman, c'est bon. Voilà. Mais en tout cas, quand j'ai fini mon congé maternité à 2 mois et demi, je suis retournée tout de suite après en Afghanistan. Donc pour des périodes de 2 semaines, de 3 semaines, c'est long quand les enfants sont petits, c'est difficile de les laisser. Mais voilà, je veux leur expliquer pourquoi leur maman a pris autant de risques. Pourquoi je suis partie? C'est pas parce que je les aime pas, c'est pas je les ai pas abandonnés. Je me rattrapais au retour, j'étais présente même à distance. C'est qu'ils comprennent que c'est un métier de passion et que c'est pas pour ça qu'on est une mauvaise mère. Et je pense qu'ils ont compris, qu'ils ont pardonné. Oui, je pense parce que. Il y a ma fille qui écrit une lettre à la fin. Oui, très émouvant d'ailleurs cette lettre. Où j'étais très contente parce qu'en fait, on n'en parle pas très souvent. J'amène pas la guerre à la maison, c'est pas un sujet. Donc, elle me dit qu'elle est très fière de moi et qu'elle espère que vous serez aussi fière d'elle qu'elle est fière de vous. Voilà, et je suis déjà très fière d'elle. Mais elle espère aussi avoir un métier de passion, ce que je leur souhaite à tous les deux. Il faut préciser, vous êtes maman donc de 2 enfants, un garçon, une fille, Félix et Castille, âgés de 22 et 20 ans. Voilà, donc maintenant ils sont grands, mais je reviens sur tout ce parcours. Quand ils étaient petits. Ils veulent faire le même métier? Et non. Non. Non, c'est vrai, ils ont été vaccinés. Je pense, oui. non, pas du tout. Mais à partir de quel moment de leur vie vous leur avez expliqué votre métier? À partir de quel moment ils ont compris que dès lors que vous franchissiez la porte, vous pouviez peut-être ne jamais revenir? Alors je pense que c'est à l'âge de raison, vers 7-8 ans, où ils se sont dit, mais maman, s'il y a des tirs autour de toi, comment tu te protèges, comment ça va? Donc je rapporte le gilet pare-balles régulièrement à la maison avant de partir le lendemain. Et là, j'ai sorti le gilet, je leur ai fait essayer. Donc petit, c'était lourd, c'était rigolo, le casque sur la tête. Et je dis vraiment, regardez, ça protège bien, maman, elle est bien protégée. Et je dis, il faut vraiment que la balle, elle arrive, elle fasse ça, puis hop, elle rentre là. Ou alors elle rentre par là. Donc je disais pas, il ne va rien m'arriver, mais je dédramatisais en disant, faut vraiment pas avoir de chance pour vraiment que la balle, elle passe ailleurs que sur le pare-balles. Bien évidemment, les risques, ils sont là, bien évidemment. Mais donc ça les a rassurés, ils ont rigolé, on a fait des photos et ça va. Ils m'ont jamais vraiment... Ils ont jamais compris l'énorme risque, en fait. Enfin, ils n'ont jamais compris.
ils ont fini par le comprendre, mais c'est resté abstrait pendant longtemps, en fait. Et vous avez déjà ressenti un sentiment de culpabilité quand vous les laissez, quand vous loupez certaines rentrées scolaires, un spectacle de danse, un anniversaire, un Noël. Oui, ça a dû arriver, j'imagine. Oui, j'ai raté 3 anniversaires pour ma fille, c'est 4 ans, 5 ans et un peu plus tard. Et ce qui était... Donc à 4 ans, je me suis dit, elle ne va pas savoir, elle ne va pas se rendre compte. J'ai appelé mon conjoint et je lui ai dit, je rentre dans une semaine, fais comme si ce n'était pas encore l'anniversaire. Donc je suis rentrée, j'ai dit, oh ma chérie, c'est demain ton anniversaire. Donc j'ai un petit peu grugé d'une semaine. Bon. Ni vu ni connu, c'est passé. L'année suivante, rebelote. Et là, je refais la même chose. Elle me dit, mais maman, la maîtresse à l'école, elle a dit il y a déjà plusieurs jours que c'était mon anniversaire. Que tu as raté. Oui, zut raté cette fois-ci. Mais je me rattrape. Mais vous dévoilez aussi dans ce livre, par rapport à ce sentiment de culpabilité, que vous auriez pu ressentir à un moment donné, cette rencontre avec la prof d'histoire géo de votre fils, alors qu'il est en classe de 5e, qui vous lance en pleine face finalement cette réalité qui va vous secouer. Oui, alors elle me dit, mais il ne travaille pas assez, Félix, donc, mais vous n'êtes pas là pour l'aider. Je dis, si, mais là j'étais partie 3 semaines. Elle dit, oui, je connais votre métier, mais vous ne pensez pas qu'après 20 ans, ou non, pas 20 ans, mais toutes ces années sur les terrains de guerre, il serait peut-être temps d'arrêter, là. Votre fils, il a besoin de vous. Il faut arrêter vos histoires de baroudeuses aventurières. Là, c'est maintenant, ils ont besoin de vous. Et ce sentiment de culpabilité, ça a été d'une violence. J'ai fondu en larmes à la réunion parents-prof, quoi. Et c'était terrible. Ça m'a vraiment mis le doute. Et je me suis dit, non, je suis là pour mon fils. Je l'encadre, je l'aide. Et c'est pas les 2-3 semaines où je suis pas là, où je fais en sorte qu'il ait un cocon, son papa est là. J'ai tout un système. Ma maman, quand ils étaient petits, venait. Mais elle m'a vraiment ébranlée, professeur. Et imaginons, si vos enfants, vous avez regardé droit dans les yeux, vous avez demandé, bon maman, s'il te plaît, arrête. Est-ce que vous les auriez écoutés ? Alors ça a été difficile, s'ils vous supplient, les 2 enfants, d'arrêter de partir, c'est compliqué. Heureusement, ce n'est pas arrivé. C'est arrivé une seule fois. Oui, pour la Syrie. Pour la Syrie. Parce que j'ai un ami, Gilles Jacquier, qui était journaliste à France Télévisions, qui est mort en Syrie. Et il habitait à mon quartier, c'était un ami. Et du coup, les enfants de sa femme étaient à l'école avec les nôtres. Et puis, après l'annonce de sa mort, ils sont venus tous les 2 en disant « Maman, promets-nous une chose, c'est que tu n'iras jamais en Syrie. » Et j'ai promis, et je ne suis jamais allée en Syrie. Mais heureusement, ils ne m'ont pas dit « Et promets-nous, tu n'iras plus jamais dans ces pays en guerre. » Donc je m'en suis bien sortie, ils n'ont pas listé. Et Philippe Vandel, votre mari, que l'on connaît bien ici, parce qu'on l'a écouté pendant plusieurs années sur Europe 1, lorsqu'il animait son émission Média, Culture Média, exactement. Il vous a jamais dissuadé d'arrêter votre métier ? Non, jamais. Il m'a dit, quand je t'ai rencontré, tu faisais déjà ça, tu étais déjà sur des terrains de guerre. Jamais je te demanderais d'arrêter. Et ce qui est très bien, c'est que les départs ont toujours été légers, gais, joyeux. Même s'il était peut-être inquiet, il n'a pas fait part de son inquiétude, parce que ça aurait été très plombant, très difficile de partir si tout le monde a l'alarme à l'œil. Il faut qu'il soit là, il y a les enfants, la vie continue, je téléphone régulièrement. Alors peut-être qu'il s'est inquiété, il faudrait lui demander, mais il ne le montre pas et c'est très bien comme ça. Et à la maison, vous parlez de quoi ? Alors vous parlez de vos reportages quand vous rentrez ? Non, pas tellement, non. J'ai pas envie de... C'est mon choix de couvrir ces terrains de guerre et j'ai une vraie volonté de ne pas ramener à la maison ces histoires de guerre qui sont suffisamment difficiles. J'ai toujours voulu préserver les enfants. Je ne veux pas que la noirceur de ce monde de la guerre déteigne sur moi, donc je veux de la joie, de l'optimisme. Moi, je vois le bon côté de l'humanité, je vois le rire, même si à l'intérieur, dans ma tête, il y a de la tristesse, la guerre, elle est présente, les rencontres, tout ce que je vis, forcément, fait partie de moi. Mais je ne vais pas le donner en pâture. Et on n'en parle pas beaucoup, en fait. Mais j'imagine que... Philippe Vandel. Philippe Vandel, j'allais dire, il était fan de vous, quand même, parce que vous le racontez dans ce livre. Lorsque vous le rencontrez, déjà, c'est par téléphone. La première conversation que vous avez avec lui, il est journaliste à Canal+. Vous le connaissez, parce qu'à l'époque, tous les journalistes de Canal+ sont des immenses vedettes. Et lui, vous connaissez aussi, il était fan de vous. Alors, c'est ce qu'il a dit. Il a dit à notre amie commune, Manon Loiseau, qui est réalisatrice, il a dit « Ah, j'adore Dorothée, je la vois sur tous les terrains de guerre, j'adorerais la rencontrer. » Et puis là, elle appelle le sale coup de fil de la copine, « Tiens, je te passe un admirateur. » Voilà, il se trouve que c'était Philippe. Et puis, on s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés. Ça fait 25 ans. Et on a 2 enfants. C'est une belle histoire qui se poursuit. Alors, parfois, ça a failli dégénérer. Vous le racontez aussi dans ce livre, comme en Égypte, au moment du renversement de Mohamed Morsi. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé là ? Est-ce que vous avez vraiment eu peur pour vous ?
pour moi et pour toute mon équipe. Ouais. C'était très tendu, il y avait beaucoup... les policiers tiraient à balles réelles contre les militants, les manifestants islamistes. Il y a eu des centaines de morts en quelques jours. Ça, c'est la version du maréchal al-Sisi qui réprime vraiment avec force. Et donc, on filme ça. Et le lendemain matin, tout est tranquille. On y va pour retourner, pour faire un petit sujet pour le journal de 13h qui dit retournez voir, faites-nous un petit truc. Ouais. Et là, ça dégénère. Il y a une manifestation, on est pris à partie par la foule, puis arrêté, puis emmené, les yeux bandés, et pas par les islamistes, mais bien par les gens du gouvernement. Par les militaires. Par les militaires. C'est des services secrets en l'occurrence. Nous n'avons pas d'autorisation de tournage, tout simplement parce que les Égyptiens ne donnaient pas d'autorisation de tournage, donc les autres confrères faisaient la même chose. Et là, on se retrouve dans un moment très tendu, c'est l'état d'urgence, face à un mur, les yeux bandés, avec les hommes qui chargent leurs armes derrière nous. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous dites, ça y est, c'est terminé. Ouais. C'est d'ailleurs très intéressant, d'ailleurs. J'en profite pour rebondir sur ce que vous dites, parce qu'au moment où vous avez les yeux bandés, vous avez le regard vers le sol, parce qu'on vous demande de dégager votre nuque. Et à ce moment-là, vous ne dites pas, vous ne paniquez pas, vous pensez à des choses très terre-à-terre. Oui, alors je ne vois pas ma vie défiler au ralenti, effectivement. J'ai le bandeau qui s'est un petit peu décalé, donc je vois quand même qu'il y a du gravier, je vois que c'est un mur de briques, donc je vois que ça ressemble, hélas, à un endroit où on va nous exécuter. Et là, je me dis, je pense à mes enfants, évidemment, je me dis, ça va être terrible, ils vont être marqués au fer rouge à 10 et 12 ans, notre maman a été tuée, et puis son corps a été retrouvé dans un terrain vague. Pour avoir vu ça, je visualise l'horreur de la scène. Et puis après, je me dis, mais j'ai aimé ce métier passionnément, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Ça se termine mal, mais j'ai vraiment aimé ce métier. Et puis après, je me dis, mon fils devait rentrer en 6e, et je visualise la liste des fournitures scolaires en me disant, mais jamais Philippe va assurer, il n'a pas la patience de trouver les petits carreaux, les grands carreaux. Et je me dis, mais ma maman va venir de Nantes, elle va bien acheter toutes les fournitures scolaires. Ça va. Et comment ça s'est terminé? Ils n'ont pas tiré. D'un coup, après avoir dit head down, baisser la tête, ils ont dit turn left. Et là, quand on est face à un peloton et qu'on nous dit turn left, effectivement, on se dit c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils ne vont pas tirer. Mais forcément, on n'en ressort pas indemne de ce type d'expérience. Comment on fait pour s'en remettre psychologiquement? Alors, ça n'a pas été le pire, puisque tout se termine bien, finalement. Je fais pas mal de cauchemars, mais cette scène, finalement, pas tellement. On se dit c'était un simulacre d'exécution, effectivement, et ils ont voulu nous faire peur. Ils sont coutumiers du fait. C'est pas ce qui m'a le plus traumatisé. Ce qui vous a le plus traumatisé, très certainement, c'est les images que vous avez vues au Rwanda avec ce massacre des Hutus. À ce moment-là, quand vous rentrez en France, là aussi, vous faites des cauchemars. Est-ce que vous bénéficiez d'un suivi psychologique lorsque vous rentrez en métropole? Alors, la rédaction le propose. Alors, à l'époque, non. À l'époque, pendant mes 15 premières années de reportage, effectivement, on ne parle pas de psy, on ne me demande pas comment je vais. Et en revanche, là, depuis une dizaine d'années, on nous donne les contacts de psy. Quand on est sur place, quand on rentre, on voit le médecin du travail de France Télévisions avant et après le reportage pour déceler un éventuel stress post-traumatique. Donc on est suivi beaucoup plus. Vous êtes quand même beaucoup plus suivi. Et quand on est comme vous confronté à la mort comme ça au quotidien, est-ce qu'on s'y habitue? Est-ce que quand vous allez sur le terrain, vous vous dites c'est le boulot, là les émotions ne peuvent plus apparaître? Non, moi je crois qu'on s'y fait jamais. Le jour où on n'a plus de réaction, c'est vraiment qu'on est blasé, et qui peut ne pas être bouleversé par la mort d'un enfant, par la mort de civils, par ces injustices. Alors moi je tiens le choc pendant le reportage, je raconte mon histoire, mais il y a toujours un moment où de tristesse, il y a des larmes qui coulent, il y a des gens qu'on embrasse, qu'on serre très fort, parce que quand nous on rentre à Paris et qu'eux restent, on se dit mais est-ce qu'ils vont rester en vie? Je pense à l'Ukraine, tous ces gens qu'on rencontre, tous ces soldats. Il y a un jeune soldat de 20 ans qui me dit j'aimerais rentrer dans la Légion étrangère quand la guerre sera finie. Et je dis mais écoute, appelle-moi et si je peux t'aider, j'essaierai, je te donnerai les contacts. Et au fin fond de moi, je me dis, j'espère qu'il sera toujours en vie, ce gamin, qui a l'âge de mon fils et qui se bat en première ligne. Vous restez en contact avec les témoins? Avec beaucoup de gens, beaucoup de gens, et surtout avec WhatsApp, maintenant, c'est facile. Donc oui, on prend des nouvelles, je dis, ça va, t'es sur quel front? Et non, c'est des rencontres qui sont très fortes, qui m'apportent beaucoup. On reçoit beaucoup sur un terrain de guerre,
Et on donne beaucoup aussi de soi. Ça fait partie de moi, toutes ces rencontres. Et j'espère que ça me rend meilleure. Il y a des personnes qui malheureusement sont décédées à vos pieds. Quand on assiste à ce type de choses, de scènes, est-ce que finalement on arrive à mieux dompter la mort? La mort, c'est quelque chose qui nous effraie tous, forcément. On a envie de rester en vie le plus longtemps possible. Quand on est confronté à ce phénomène au quotidien, quasiment, quand vous faites 3 semaines de reportage, est-ce que finalement c'est quelque chose qui devient assez banal? Non, banal, non. La mort, elle plane en permanence. Nous, quand on va dans une tranchée, on y passe 2-3 heures. Donc c'est un moment où c'est tendu. Voilà. Mais on ne s'apitoie jamais sur notre sort, dans le sens où les soldats, eux, ils restent 6 mois, ils restent 1 an. Ils vont passer 2-3 jours à l'arrière. Donc, on aurait honte de se plaindre ou de montrer nos états d'âme. Donc, non, on prend son courage à 2 mains, on y va, on fait le boulot, on n'y reste pas trop longtemps. Et puis, une fois qu'on est sorti, on se dit « c'était chaud, mais ça va, tout va bien ». Et on raconte notre histoire. Mais il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de... C'est quelque chose on ne peut pas s'y faire, quoi. On peut pas s'y faire. C'est la guerre, c'est une horreur. Je n'aime pas la guerre. Je vais couvrir des terrains de guerre parce qu'il faut que nous, reporters, on y aille. Il faut raconter, il faut témoigner, il faut donner un sens à ce métier, un sens au fait de voir tous ces cadavres, de risquer sa vie. Et moi c'est d'être là où l'histoire s'écrit. Et de pouvoir témoigner, d'être utile. Et puis je veux qu'on sache ce qui se passe. Alors ça, c'est intéressant, ça, parce que vous dites que vous n'aimez pas la mort. Nous, on fait du journalisme, vous voyez, média. C'est-à-dire qu'on aime la télé, on aime regarder la télé, on aime vous interviewer, on s'intéresse vraiment à la vie des médias. Vous êtes reporter, vous traitez de la guerre et vous dites « je n'aime pas la guerre ». Mais alors pourquoi vous faites ce métier? Parce que j'aime aller... Il y a la guerre, donc il faut des gens pour y aller. Et quand on est sur place, les sentiments sont tellement exacerbés, c'est plus de courage, de solidarité, d'amitié, d'humilité, de violence aussi, mais on vit des choses extraordinaires. Et j'y vais pas pour l'adrénaline, j'y vais pas... pour le goût du risque. Pour le goût du risque, non, il y a du risque, ok, on fait avec, mais les balles, je les ai entendues siffler souvent aux oreilles, les obus exploser pas loin, c'est pas les moments les plus agréables. Mais ce qui est agréable, c'est les rencontres, c'est l'humanité, c'est ce courage, c'est ces gens qu'on rencontrerait jamais. C'est ça que j'adore. Ça, il faut que vous nous racontiez cette histoire-là. Oui, parce qu'il y a aussi des moments légers dans ce livre, quand même. Il faut le préciser. Ça vous a marqué, comme cet épisode du dîner de Noël. Mais oui, ça qui est génial. C'est à Sarajevo, en 1992. Et racontez-nous, vous êtes acclamé dans ce hangar dès votre arrivée. 500 légionnaires, quand même. C'est Noël 94. Ah, c'est 94, oui. On a dit 92, oui. Et là, il y a 500 légionnaires qui sont sur le mont Igman, qui est une colline juste au-dessus de Sarajevo. Il y a 500 légionnaires, je suis la seule femme. Et le soir de Noël, le commandant de la Légion étrangère me dit « Écoutez, Dorothée, ne vous formalisez pas, c'est Noël, c'est un soir très important pour les légionnaires. Ils vont avoir un petit peu de vin, ils vont rigoler, il y a des sketchs, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et puis, donc, je traverse ce grand hangar dans un silence où tous les légionnaires me regardent passer comme ça. Et puis, à un moment, j'enlève un blouson, il fait froid, et là, des sifflements, des cris. Je dis « Bon, ok, c'est spécial, tout va bien se passer. » Je suis à côté du commandant qui sourit, ne vous inquiétez pas. Et à un moment, ils disent « Et en plus », et il y a 500 légionnaires qui font « Elle est bonne ». Alors, c'est pas très politiquement correct. Non, c'est certain. Mais bon, moi, à l'époque, ça m'a pas offusqué. Il faut remettre ça dans le contexte aussi. Voilà, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, c'est quand même pas tous les jours que 500 légionnaires, à leur façon, elle est bonne. Ils auraient pu dire, elle est charmante, ça aurait été plus agréable. Mais c'était rigolo. C'est pas forcément l'ambiance du moment. On dit pas elle est charmante dans ces conditions-là. Non, on dit les choses cash. Mais c'est vrai que la guerre, c'est quand même quelque chose de très masculin. Les soldats qui portent les armes sur le terrain sont majoritairement des hommes. Les reporters de guerre sont aussi très masculins. Est-ce que c'est facile d'évoluer dans ce métier lorsqu'on est une femme? Bien oui. Oui, moi, ça m'a jamais posé de problème. J'ai réussi à m'intégrer sur tous les terrains de guerre. En fait, ce monde masculin est assez content de voir une femme arriver parce que c'est une présence féminine. C'est un peu comme une sœur, comme une mère, comme une petite amie. Chacun, il trouve un peu ce qu'il veut dans ma présence en tant que femme sur le terrain. Et ça apporte un peu de douceur dans un monde un peu brut, un peu dur, un peu violent. Donc, ils sont tous contents d'avoir une femme qui vient faire un reportage,
âge plutôt que le vieux barbu. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Hein. On en voit, Liseron Boudoul pour TF1. Oui. Dans votre service aussi, il y a beaucoup de femmes. Alors, celles qui ont ouvert la voie, c'est Martine Laroche-Joubert chez nous, ou Marine Jacquemin sur TF1. Pour elle, ça a peut-être été plus dur. Mais moi, voilà, la voie était libre. J'étais certes une jeune reporter, mais j'ai pas eu de mal à m'imposer. Et vous leur rendez hommage dans ce livre à toutes ces femmes. Votre carrière, vous l'avez commencée en 1986, hein, c'était au Chili, sous la dictature de Pinochet. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Je vous propose d'écouter la question de l'éditorialiste Alba Ventura. Elle était l'invitée du Buzz TV hier. D'abord, Dorothée, moi, je t'admire beaucoup. Je ne sais pas si je peux te tutoyer, mais ça va le faire. Je t'admire beaucoup. Et je voulais savoir si tu comptais rester sur le terrain ou si c'était terminé. Très bonne question, mais pourquoi j'arrêterais Parce que lassitude, parce que le risque vous pèse trop. Il y a mille raisons pour lesquelles vous pourriez arrêter. Moi j'adore ce métier, je le fais avec la même passion que quand j'ai commencé. Je me lasse pas, j'ai envie d'être... quand il se passe quelque chose, je suis frustrée si je ne suis pas envoyée. J'aime être en Ukraine, j'aime être là où ça se passe. L'Afghanistan, ça fait 25 ans que je suis l'Afghanistan et j'ai envie d'y retourner pour voir comment les femmes font face à ce qui se passe, aux nouvelles lois qui ont été promulguées. Je ne suis pas du tout faite pour le côté métro, boulot, dodo, ça c'est certain. Être dans un bureau, non, moi je veux être là, je veux être avec les gens. Sur le terrain. Et on vous suivra. Merci beaucoup Dorothée Oliéric. Je rappelle que vous sortez ce livre fabuleux qu'on vous conseille, Maman s'en va en guerre. C'est aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été autour de cette table. Et le Buzz TV revient dès demain avec Éric Brunet, présentateur sur LCI. Bonne soirée à toutes et à tous.